Céder son entreprise, partir à la retraite, ça ne s'improvise pas. Les dirigeants doivent anticiper chaque étape. Évaluation patrimoniale, transmission familiale, préparation psychologique aussi. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir Sophie Nouy. Vous êtes directrice du pôle d'expertise patrimoniale chez Cyrus Erez. Bonjour Sophie. Bonjour. Pour commencer, peut-être un mot de Cyrus Erez. Oui, alors Cyrus CRS, c'est un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. C'est le plus gros des conseillers de gestion de patrimoine indépendants. Et aujourd'hui, En c'est à peu près France. 250 personnes, 22 bureaux et 22 milliards d'actifs sous gestion. Ok. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que ça prend du temps de préparer son départ à la retraite, Sophie? Oui, ça prend du temps. Quand on est entrepreneur et qu'on sait qu'on va vendre une entreprise et partir à la retraite, ça prend du temps de préparer l'après-session parce qu'il faut préparer à la fois son entreprise pour qu'elle soit apte à être vendue. Et c'est pas toujours simple. Quand on a une entreprise, on sait à peu près ce que ça vaut. D'abord, on ne sait pas toujours exactement ce que ça vaut. Et puis surtout, il va falloir qu'elle soit facile à acheter si jamais on souhaite la transmettre par cession, ou qu'elle soit facile à transmettre si on souhaite la garder dans la famille et la transmettre à un de ses enfants, un neveu, une nièce. Et donc pour ça, il faut regarder les choses très en amont, regarder s'il n'y a pas trop de trésorerie, regarder si l'immobilier est bien organisé. S'il faut changer des sujets en matière de trésorerie d'immobilier, ça prend 1, 2, 3 ans parfois. Donc ça prend du temps. Oui, donc il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Est-ce que ce temps varie en fonction des gens, en fonction des chefs d'entreprise que vous accompagnez, que vous avez devant vous, ou est-ce que c'est à peu près forcément toujours pareil pour tous? Alors ça varie parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas s'en occuper en amont et D'accord. du coup, on est obligé de tout faire un peu dans les dernières minutes, ils nous apprennent qu'ils vont vendre et tout d'un coup, il faut qu'on s'occupe, de l'après, et notamment de comment est-ce qu'ils vont vivre après C'est ça, et parce qu'il y a l'étape avant, donc préparation, ce que vous disiez sur l'immobilier, le bilan comptable, etc. Le pendant avec la vente ou la cession, la transmission intrafamiliale. Et l'après, parce que le dirigeant doit aussi penser à ses compléments de revenus à la retraite. Est-ce que sa retraite lui suffira? Est-ce qu'il va investir son argent? Comment faire? Donc, c'est là aussi le rôle du CGP. exactement, et puis il faut qu'on anticipe, des cas de figure qu'il n'anticipe pas forcément. Souvent, quand il vend un tiers, il est prévu qu'il l'accompagne pendant un certain temps. Dans les faits, il n'est pas rare qu'on n'aille pas au bout de cet accompagnement, parce que c'est dur pour quelqu'un qui a créé sa boîte, qui la connaît par cœur, de devoir tout d'un coup être salarié, rendre des comptes, changer un peu de stratégie. Donc, ces mesures d'accompagnement, elles ne durent pas forcément jusqu'au bout. Or, c'est une partie des revenus jusqu'au moment de la retraite. Mhm. Et puis, ensuite, de se poser des questions sur la retraite, ça aussi, ça prend du temps. Est-ce que vos trimestres sont correctement comptabilisés? Quand est-ce que vous allez pouvoir partir? Quand est-ce qu'il vaut mieux partir? Parfois, il vaut mieux décaler un petit peu son départ pour bénéficier d'une retraite un petit peu plus importante. Et donc, tout ça, ça s'audite, ça se regarde. Et ça prend un petit peu de temps de contacter chacune des caisses et de vérifier que tout Et est bien votre dans les clous. rôle de conseiller en gestion de patrimoine chez Cyrus Erez est vraiment indispensable justement dans cet accompagnement, Sophie. Du coup, c'est effectivement important de regarder un petit peu quel est vraiment le train de vie du chef d'entreprise et quels sont ces flux qui sont déjà existants, quand est-ce qu'il démarre. C'est pas la même chose pour quelqu'un qui va vendre son entreprise à 65 ans et qui va avoir tout de suite droit à une retraite et à un début de complément de revenu, même si on va falloir lui compléter, ou quelqu'un qui vend son entreprise à 50 ans, qui n'a pas l'intention de retravailler d'ici sa retraite, et pour qui il va falloir compenser entre 50 ans et sa retraite, et puis ensuite avoir des choses qui s'ajustent un petit peu au moment de la retraite. Donc tout ça, ça s'anticipe, et ça fait vraiment partie de notre travail. Vous parliez, vous disiez tout à l'heure que parfois ça peut être difficile de partir pour un chef d'entreprise. Quelle place vous accordez à la préparation psychologique et comment faire pour préparer le dirigeant à son départ prochain à la retraite? Alors c'est pas évident, et ça fait partie des discussions où finalement il faut arriver à trouver des chemins de traverse pour arriver à notre objectif. Souvent, le chef d'entreprise, quand vous lui demandez, du coup, qu'est-ce qui se passe si vous divorcez demain? Il va vous dire, non, mais j'ai pas l'intention de divorcer. Ok, ça veut dire que vous souhaitez qu'on n'en parle pas, donc vous laissez la moitié à votre ex-épouse si jamais ça arrivait. Et finalement, quand on a travaillé toute sa vie beaucoup, chacun de son côté, et qu'on se retrouve un peu comme après le Covid,
dans le même appartement, la même maison, 100% ensemble. C'est pas rare, là aussi, que ça mette en lumière des désaccords et des séparations. Et donc, en fait, on en vient à poser beaucoup de questions sur des cas extrêmes. Qu'est-ce qui se passe si vous décédez demain? Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes plus en état de gérer votre patrimoine? Un accident de ski, des choses peuvent arriver. Qu'est-ce qui se passe si vous divorcez? Et comment vous voulez qu'on procède pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible? Qui doit gérer à votre place? Oui, donc tout préparer vraiment Exactement. en amont et évaluer ensemble avec vous toutes les possibilités en fait qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, quoi. Absolument. On se pose toutes les questions et puis on profite aussi de la cession ou de la transmission de l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'on fait comme opération de transmission en faveur de la génération du dessous. D'accord. Et c'est souvent au moment où on vend, de faire des donations à ses enfants, alors en pleine propriété ou en nue propriété, mais c'est aussi le moment de se poser ces questions-là. Le problème, c'est que si on est trop proche de la cession, l'entrepreneur, on a moins de temps, on y arrive, mais l'entrepreneur, il est dans sa négociation. Et donc, il a du mal à se libérer du temps pour penser à l'après, pour penser à la transmission. Or, c'est bien avant qu'il faut faire ces opérations-là, parce que ça permet de limiter la pression fiscale et de faire en sorte que toutes les choses se fassent le mieux possible dans le meilleur timing. Donc, c'est pour ça que nous, on aime bien rencontrer les entrepreneurs qui ont des projets de cession 1 à 2 ans avant une session, parce que ça permet de parler de ces sujets-là et de le faire à un moment où on n'est pas en plein dans la négociation. Sans se presser et sans avoir une échéance en fait trop rapide. Ouais. Alors que quand on est dans la négociation, parfois pour négocier un petit prix à la hausse, on va payer beaucoup plus d'impôts, alors que finalement, le simple fait de faire une donation avant la session, de gratifier une association caritative et de bénéficier d'une réduction qui est associée à ça, ces opérations-là, finalement, atteignent les objectifs du client sans avoir besoin de se battre sur des prix, des earn-out, des compléments qui viendront après. Donc, ça fait partie intégrante de la cession et de la transmission de son entreprise. Et il faut s'y prendre un petit peu en amont, parce que c'est compliqué. Donc, le maître mot, c'est l'anticipation. Il y a plusieurs placements qui existent pour préparer sa retraite. Par exemple, je pense au PER. Est-ce que vous pensez que c'est un bon placement, justement, pour anticiper son départ? Est-ce qu'il y a des risques? Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Alors, le PER, c'est une enveloppe. Ce n'est pas réellement un placement en tant que tel. Et après, on met dans cette enveloppe, on y alloue des sommes qui, dans certains cas, permettent de bénéficier d'une petite incitation fiscale et qui, à l'intérieur de cette enveloppe, ne vont servir qu'à un seul but, la retraite. On peut aussi s'en servir pour acheter sa résidence principale, mais dans ce cas-là, on annule les effets fiscaux. Certaines clauses permettent de sortir l'argent avant, mais c'est vrai que le PER, donc on rappelle, c'est le plan épargne retraite. Donc, globalement, c'est pour la retraite. Voilà, l'idée, c'est que ça constitue quelque chose pour la retraite. Après, tout dépend de ce qu'on met dedans. C'est comme toutes les enveloppes. Une fois que vous avez décidé du cadre dans lequel vous investissez, qu'est-ce que vous allez faire comme type d'investissement? Si vous le faites jeune et que vous avez du temps, il faut aller en prenant du risque. Le risque, il se dilue dans le temps. Et donc, si vous utilisez les deux sources de dilution du risque, le temps, c'est le cas si vous êtes jeune, et la diversification, plus vous êtes dynamique et plus vous allez profiter, ces sommes vont pouvoir grossir. Et comme elles ont été mises dans une enveloppe qui ne subit pas l'impôt tant que vous n'en avez pas besoin, c'est une bonne façon de préparer sa retraite. Pour autant, le fait qu'il y ait un peu d'instabilité sur ce régime-là, ce qui avait fait la gloire du PER quand ça a été mis en place, qui a fait son succès, c'est qu'on pouvait sortir en capital ou en rente. Bien sûr. Les Français n'aiment pas les rentes. Parce qu'ils ont le sentiment que s'ils meurent avant d'avoir utilisé toute leur rente, finalement, ils ont perdu de l'argent. Et donc, ils n'aiment pas trop profiter des systèmes en rente. Et le PER a eu du succès plus que le PERP parce qu'il y avait ce système où on pouvait sortir ce qu'on souhaitait en capital et convertir le reste en rente. Là, il y a eu beaucoup de choses dans le projet de loi de finances qui avaient pour vocation à forcer les gens à sortir, ce qui n'était pas toujours le cas. Ça pouvait rester une enveloppe qui se transmettait en cas de décès. Donc, ce qui avait pour vocation de forcer à sortir en cas de décès et qui avait pour vocation, en cas de retraite, à forcer à choisir très vite ce qu'on voulait faire. Si on enlève trop de liberté, ça aura moins de succès auprès de nos clients. Quand vous êtes très proche de votre départ à la retraite, là, on va faire des choses un petit peu plus sécurisées, parce que l'objectif, c'est de s'en servir bientôt. Oui, et puis on n'aura pas assez de temps pour lisser justement ce que Exactement. vous disiez. Si vous partez 2 ans après et que tout d'un coup, c'est un effet Covid sur les marchés, vous avez perdu de l'argent, ça ne vaut pas le coup. Donc, tout dépend de quand est-ce que vous vous placez. Et puis ensuite, il y a d'autres types de produits qui peuvent vous permettre de préparer votre retraite. Si l'objectif, c'est de compléter vos revenus, il y a plein de façons de le faire. Vous en avez vu certains avec d'autres interlocuteurs aujourd'hui. Oui. Une des techniques qu'on aime bien pour des gens qui s'y préparent très à l'avance et qui n'ont pas besoin d'argent pendant quelques années, mais qui ont des liquidités à investir pour leur retraite et qui en auront besoin dans 7, 8, 10 ans,
C'est les nues propriétés de société civile type SCPI. On finira là-dessus, on n'aura pas le temps d'aborder d'autres questions, mais c'était déjà très complet. Merci beaucoup, Sophie Nouy. Vous êtes directrice du pôle d'expertise patrimoniale chez Cyrus Erez. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, on va parler des solutions d'investissement les plus pertinentes pour conjuguer performance et sérénité financière. À tout de suite.